Bonjour, je suis Marie-Cristina et bienvenue sur ma chaîne Astrotarotina, une chaîne où nous allons parler d'astrologie, nous allons parler de tarot, nous allons parler des luminaires, de soleil, de lune, de planètes, nous allons parler des signes astrologiques, nous allons parler d'aspects, nous allons parler de cartes, nous allons parler des jeux, nous allons parler de tarot bien évidemment, nous allons parler d'oracles et nous allons parler surtout de ce qui me tient à cœur, la beauté de l'univers, la beauté de la musique, de l'art, de la nature et bien évidemment et surtout notre créativité, votre créativité, la créativité en général qui nous amène à la joie de vivre. Celle-ci est ma deuxième vidéo. Vous trouverez sur la chaîne une première vidéo en italien qui s'intitule Io e Tarocchi, les tarots et moi. Et vous démontrez pourquoi une vidéo en italien et pourquoi une vidéo en français. Bien, tout simplement parce que je parle plusieurs langues, deux langues, voire trois dans ma vie de tous les jours. Et donc, la première question que je me suis posée quand j'ai décidé d'ouvrir une chaîne, c'était bien sûr de quoi je vais parler dans mes premières vidéos. Et donc ça, c'était décidé. Donc, c'était moi, ma relation avec les tarots, ma relation avec l'astrologie, c'est-à-dire une relation quotidienne, naturelle, simple, et échanger avec vous comment. Ben, comme dans une forme de conversation, moi je parle à une caméra, un appareil photo, mais c'était un peu comme si vous étiez là et vous pouvez interagir avec moi en me posant des questions, en mettant des commentaires en bas de cette vidéo. Mais alors dans quelle langue? Ben, allez voir ma première vidéo qui est en italien, mais vous pouvez activer les sous-titres dans votre langue maternelle ou dans la langue que vous souhaitez. Vous allez voir qu'effectivement j'ai utilisé les tarots. Voilà, donc vous avez déjà dans ma première vidéo un exemple d'utilisation de ces arts, moi je les appelle vraiment des arts, de ces pratiques si vous voulez, dans la vie quotidienne et très simplement, et simplement ça ne veut pas dire de façon superficielle, parce que pour moi ce sont des supports sacrés. Eh bien oui, j'ai lâché les mots, des supports sacrés, donc on va parler aussi de sacralité. Et vous verrez qu'il y a de la sacralité dans notre vie de tous les jours. Donc, les tarots, je ne veux pas dévoiler le contenu de ma première vidéo, mais disons que la première vidéo était en italien, la deuxième en français, ensuite vous verrez la suite. Donc, je vous invite, effectivement, si ces vidéos vous plaisent, à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires, à m'écrire sur l'email que vous trouverez en bas de cette vidéo, et aussi à, bien évidemment, aller voir mes pages Instagram où je parle également de tarot, d'astrologie, de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, d'une autre façon, bien évidemment, parce que le support est différent. Donc vous trouverez des publications, vous trouverez des photos, de la musique, vous trouvez des vidéos très courtes, un peu plus longues qu'un short, 1 minute 30 à peu près, mais sur les sujets qui me tiennent à cœur. Donc pour cette première vidéo en français, j'ai prévu donc de parler de l'astrologie. D'astrologie comment? Encore une fois d'une façon assez simple. Commençons par les commencements. L'origine de l'astrologie. Eh bien, les origines de l'astrologie sont anciennes, comme remontent, si vous voulez, vraiment au début de l'existence de l'être humain. Nos ancêtres, nos aïeuls, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils observaient la nature qui les entourait et bien évidemment, ils observaient le ciel. Et qu'est-ce qu'ils observaient dans les ciels? L'une des premières choses qu'ils observaient, c'était l'astre le plus important, c'est-à-dire le soleil qui détermine le jour et la nuit. Ensuite, de façon très intuitive, la lune, avec ses cycles, la lune qui disparaît, la lune qui réapparaît, la lune qui a différentes formes, différentes parties, et qui détermine, encore aujourd'hui d'ailleurs, les récoltes, la sémence. Et puis d'autres astres comme effectivement Vénus et Mercure qui aidaient par exemple les bergers ou les voyageurs de commerce dans leur mouvement. Donc vous voyez comment l'astrologie, l'astronomie, si vous voulez l'observation du ciel, et l'astrologie qui est son interprétation, a toujours été présente dans notre vie, dans la vie de l'être humain. Encore aujourd'hui, elle est toujours là. Elle ne nous quitte pas, que nous la voyions ou pas. Que nous le voulions d'ailleurs ou pas. L'astrologie occidentale, bien sûr, il y a plusieurs types d'astrologie, bien évidemment, et partout où il y a l'homme, vous trouvez une forme d'interprétation de l'astronomie, qui sont donc les phénomènes que nous observons dans le ciel. Donc notre astrologie, l'astrologie occidentale, qui est basée sur le soleil en tout cas, a pris naissance à Sumer
Et ce sont les Chaldéens qui ont été les premiers astronomes, astrologues, parce qu'à l'époque, les deux figures pouvaient aller ensemble. Et en fait, ces personnages observaient le ciel et ils ont donc gravé dans des tablettes que vous trouverez dans les musées les plus importants de par le monde, avec les positions de la Lune, du Soleil, comme je vous l'ai dit, et des astres. Et ils ont donc très rapidement se sont perfectionnés dans des prévisions, bien évidemment, et pour les récoltes, pour l'agriculture, mais surtout et aussi pour les destins royaux. L'astrologie donc voyage des Chaldéens, ensuite elle passe en Égypte où elle s'enrichit, elle rencontre la Grèce et les Grecs se sont passionnés d'astrologie. Et d'ailleurs, les zodiaques, tels que nous le connaissons maintenant, avec les 12 signes de 30 degrés, c'est les résultats de tous ces voyages dans des différentes parties de cet hémisphère. Et effectivement, les Arabes s'en sont emparés et l'ont amené en Europe. Et en Europe, l'astrologie est devenue était présente vraiment entre les 1400 et quelques, 1600 à peu près, donc je dirais les 15e et les 17e siècles étaient présentes à toutes les grandes universités européennes. Il y avait des chaires effectivement d'astrologie avec l'astronomie. Et d'ailleurs, beaucoup d'astronomes comme Brahe, Copernic, Kepler et Newton pratiquaient l'astrologie. Donc il n'y avait pas vraiment de séparation à l'époque. Mais la vulgarisation des almanachs, des horoscopes, a créé, je dirais presque, une sorte d'amalgame entre une astrologie un peu plus scientifique, appelons ça comme ça, même si c'est un terme que j'aime pas forcément, et la magie. Je n'ai rien contre la magie, mais elle a créé une zone de confusion. Donc en 1666, du moins en France, le ministre Colbert a banni l'astrologie, tout simplement. A banni l'astrologie des universités françaises, et donc depuis cette date, l'astrologie en France, mais un peu en Europe partout, a été reléguée presque au banc des arts divinatoires, mais presque, si vous voulez, de la superstition. Après, il y a eu un regain d'intérêt à nouveau au XIXe siècle, mais elle était un peu plus associée à l'ésotérisme, et puis à nouveau, vraiment une astrologie qui se développe et qui vit des heures très très riches à partir des années grosso modo 1970. Bon, quand on parle d'astrologie, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le thème astral ou la carte du ciel ou le thème natal. Même quelqu'un qui ne connaît pas très bien l'astrologie pense à ça. Alors, si vous voulez, nous avons un graphique, je ne sais pas si vous le voyez assez bien là. Et effectivement, dans ces graphiques qui, de nos jours, ont en forme d'un cercle, dans les temps passés, c'était un rectangle, vous trouvez des signes, ce sont des glyphes. Les glyphes, ce sont les symboles des différentes signes astrologiques, qui sont 12, comme nous avons dit, et qui occupent 30 degrés chacun. Et ensuite, vous avez un autre cercle, qui peut être intérieur ou extérieur, c'est notre répartition de ce cercle-là en 12 parties qui s'appellent maisons. Les maisons sont obtenues grâce à un calcul technique. On parle toujours des calculs mathématiques en astrologie, qui peuvent se baser sur des formes de calculs différentes, disons ça comme ça, mais chaque domification donne naissance donc à une répartition, à des maisons, et les maisons ne sont que des secteurs de notre vie. Et voilà, donc ce que nous pouvons dire, et bien évidemment, chose importante, dans notre astrologie, nous sommes là au centre, c'est-à-dire c'est une vision géocentrique, comme si nous étions au centre de l'univers. Bien sûr, nous ne sommes pas au centre de l'univers, mais c'est un moyen de représenter. Et ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait des calculs, les planètes seront distribuées, voilà, sur ces cercles, et seront reliés par des lignes qui s'appellent, dans les jargons techniques, des aspects qui peuvent être harmonieux ou bien dissonants. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'astrologue? L'astrologue, voilà, en fait, il étudie l'effet vraiment de la planète, l'énergie de la planète, dans un certain climat qui est donné par les signes et dans un secteur de la vie qui est donné par la maison. Alors, parlons de planètes. En astrologie, nous parlons des 10 planètes, en incluant aussi le Soleil et la Lune, qui sont en réalité des luminaires.
Donc nous avons Soleil et Lune, ensuite nous avons les planètes qui sont plus proches du Soleil et qui sont appelées à planètes personnelles, qui sont dans l'ordre Mercure, Vénus et Mars. Ensuite nous avons Jupiter et Saturne. Et là c'était les 7 éléments, appelons ça objets du ciel, qui étaient visibles à l'œil nu, donc qui étaient connus par les anciens aussi. Ensuite, grâce aux découvertes modernes, nous avons pu détecter dans les ciels, dans l'ordre Uranus, ensuite Neptune, et pour finir par celui qui est le plus éloigné de nous, qui est bien évidemment Pluton. Alors, dans le type d'astrologie que j'aime pratiquer et étudier d'ailleurs, parce qu'on continue à étudier l'astrologie pendant toute notre vie, hein, ça c'est une passion qui ne nous lâche jamais, je considère qu'il n'y a pas de bons et de mauvais thèmes. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises planètes. Alors, les anciens parlaient de planètes maléfiques comme effectivement Saturne et Mars, ou de planètes bénéfiques comme Vénus ou Jupiter. C'est une façon de parler. Ce sont des énergies que nous recevons de l'univers. Les planètes ne font que refléter les forces qui nous habitent. Donc l'astrologie sert à ça, c'est-à-dire à se connaître mieux, à connaître quels sont nos points de force, quels sont nos points un peu moins faibles, c'est peut-être pas les termes exacts, c'est encore un terme que je n'aime pas beaucoup, mais en tout cas un peu plus problématique, disons ça comme ça. Et surtout, nous restons au centre de tout ça, c'est-à-dire nous sommes responsables de ce que nous faisons ensuite, après, de nos connaissances, ce que nous faisons des éléments qui colorent notre thème, notre carte du ciel. Parce que comme la tradition le dit si bien, les astres inclinent, mais ne déterminent pas, les astres inclinent, mais ne disposent pas. Autrement dit, nous sommes responsables, nous gardons notre libre arbitre des choix que nous faisons dans la vie. Bien sûr, dans les cadres qui nous a été donné pour certains, pour d'autres philosophies choisies, peu importe, à notre naissance. Alors, un petit excursus très rapide, hein, parce que je ne veux pas dire tout ça aujourd'hui sur les planètes. Donc voilà, nous avons le Soleil. Voilà, j'utilise des cartes pour que vous visualisez un peu mieux, qui donne donc les signes natals. C'est pour ça que vous entendez dire, voilà, je suis Bélier, je suis Gémeaux, parce que le Soleil se trouve dans les signes du Bélier, dans les signes de Gémeaux, et symbolise notre force, notre vitalité, notre moyen d'exprimer notre personnalité. Puis nous avons bien évidemment la Lune. Et la Lune reste environ 2 jours dans chaque signe et il lui faut 28 jours et demi pour faire, en moyenne, pour faire le parcours du zodiaque. Et bien sûr, elle représente les émotions, les cycles, l'intuition, le féminin d'une certaine façon. Ensuite, nous avons Mercure. Alors Mercure qui représente la communication, l'intellect. Et qu'est-ce qu'il fait Mercure? Mercure, il lui faut 88 jours pour faire le tour du zodiaque. Les communicateurs ont besoin d'aller vite. Ainsi, nous avons Vénus, notre Vénus qui représente effectivement la beauté, d'une certaine façon l'amour, mais l'harmonie et aussi les finances. Hein. Il ne faut pas oublier que Vénal vient de Vénus. Hein. Donc, il lui faut environ 4 mois pour faire le tour du zodiaque. Ensuite, nous passons à Mars. Je vais très vite. Hein, qui représente le courage, l'énergie, parfois même l'impulsivité, hein, voilà. Et donc il lui faut 2 ans environ pour faire le tour du zodiaque, donc il reste en moyenne 2 mois dans chaque signe. Ensuite nous avons Jupiter qui est la planète la plus grosse du zodiaque, c'est les grands expanseurs si vous voulez, il lui faut 12 ans pour faire les tours du zodiaque, et c'est donc le symbole de l'expansion, de la chance, mais bien évidemment aussi de l'excès. Et puis nous arrivons à notre dernier, enfin c'est pas dernier du tout, notre 7e planète, qui est Saturne, je voulais dire visible à l'œil nu, et donc il lui faut à peu près 29 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. Alors vous avez entendu certainement parler, ou peut-être pas, mais oui, des fameux retours de Saturne, premier retour de Saturne, deuxième retour de Saturne, crise de la trentaine, crise de la soixantaine. Pourquoi? Parce que Saturne nous permet de faire les bilans, on nous pousse en tout cas à faire les bilans de tout ce que nous avons fait jusqu'à ce moment-là. Saturne représente la règle, la discipline, mais aussi la construction lente mais solide.
Ah, maintenant passons aux planètes qui sont très très éloignées. Vous allez voir comment les chiffres augmentent. Hein. C'est-à-dire que Uranus, bah, il lui faut 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Ah oui, ça c'est vraiment autre chose. Et donc, bon, les plus chanceux arrivent à 84 ans, donc ils auront le retour d'Uranus sur leur Uranus de naissance. Il reste environ 7 ans dans chaque signe. Il symbolise quoi, Uranus? Ben, c'est les révolutionnaires, le changement, l'avant-gardiste, l'excentrique. Ensuite, nous avons Neptune. Il lui faut 165 ans environ pour faire le tour du zodiaque. Et il marque l'imagination, l'inconscient, la profondeur, d'une certaine façon aussi le mysticisme, la spiritualité, mais aussi parfois le fait de pouvoir perdre de vue les limites, donc de se perdre dans les... Vous savez, c'est une planète qui est entourée par une espèce de brouillard, hein, donc on ne voit pas très bien la limite de Neptune. Donc les dépendances parfois aussi. Et puis voilà, le dernier, ou la dernière plutôt, la dernière planète, Pluton, 288 ans environ pour faire le tour du zodiaque. Alors, je pense que vous avez entendu récemment l'entrée de Pluton en Verseau, où il va rester 26 ans. Et Pluton, qu'est-ce qu'il représente? Ben, il représente, si vous voulez, la profondeur, même de l'inconscient collectif ou personnel. Donc, les anciens disaient la mort, tout simplement c'est la transformation, c'est-à-dire la fin d'un cycle, on nettoie tout et on passe à quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est en ce qui concerne nos planètes bien-aimées. Donc les signes du zodiaque, nous les savons, nous les répétons, sont 12. Et nous avons différentes façons, plusieurs façons même, de parler, de les décrire, hein, et même de les organiser, de les répartir. Donc l'une des façons les plus simples, c'est celle des polarités. C'est-à-dire il y a des signes qui sont masculins, des signes qui sont féminins. Bien évidemment, cela n'a rien à voir avec le genre. On peut utiliser aussi la terminologie yin et yang, positif et négatif, encore une fois, ce n'est pas un jugement. Tout simplement, les signes qui s'appellent, qui dans les jargons sont appelés masculins, ce sont des signes qui sont extravertis et qui sont donc enclins à l'action. Et donc, ce sont les signes forcément de feu et d'air. Les signes féminins sont des signes qui sont donc plutôt yin, plutôt introvertis, et enclins à la réception, ce sont les signes d'eau et les signes de terre. Une autre façon de subdiviser et d'organiser les signes est celle qui est basée sur les 4 éléments. L'astrologie se base sur l'observation de l'existant, de la nature. Et donc, en nature, nous avons des éléments qui sont effectivement le feu, l'eau, si c'est l'eau, l'air, et la terre. Donc nos 12 signes, chacun de nos 12 signes appartient à l'un de ces 4 éléments-là. Et selon l'appartenance à l'élément, donnera effectivement aux signes des caractéristiques particulières. Par exemple, les signes de feu sont généralement caractérisés par la passion, le dynamisme, l'initiative, l'air par la capacité de communiquer, par la réflexion, par l'intellect, l'eau par la sensibilité, l'imagination, l'intuition, l'émotion, et la terre par la stabilité, la fiabilité, le pragmatisme, la persévérance. Donc, comment dire, vous voyez bien la relation entre l'astrologie et l'observation de l'existant en nature. Donc, les signes de feu, si on veut aller un peu plus dans les détails, donc nous avons des feux différents selon le type de signe. Bien sûr, le feu du bélier est un feu qui ressemble à une explosion volcanique. Celui du lion, c'est un feu celui des béliers, c'est celui du début du printemps. Donc vous comprenez la nature qui explose. Les lions, c'est un feu très chaud parce que c'est un feu du milieu d'été, donc c'est un feu qui dévore presque. Pour finir, avec l'élément feu, avec les sagittaires, voilà, c'est un feu plus alchimisant, c'est un feu de fin d'automne, et donc c'est un feu qui, qui transforme, voilà, c'est la flamme qui transforme, alchimique. En ce qui concerne l'air, là aussi nous avons un type d'air différent. Les Gémeaux, c'est l'air du printemps toujours, parce que c'est un signe de fin de printemps.
Donc c'est l'air du printemps, c'est l'air qui est chargé du parfum de fleurs, c'est les chants des oiseaux, voilà. Ensuite, nous avons l'air de la balance. La balance, je cherche dans mes cartes, la balance arrive au début de l'automne. Donc, on a abandonné l'air chaud de l'été, on n'est pas encore dans l'air froid de l'hiver, et donc la balance cherche un équilibre, je dirais, thermodynamique, cherche l'harmonie. Et d'ailleurs, la balance, c'est ses caractéristiques, de chercher toujours l'équilibre. Et pour finir, avec bien sûr l'air froid, l'air presque cosmique du Verseau, qui est un signe fixe de milieu de l'hiver. Ensuite, nous avons l'eau. L'eau, effectivement, du Cancer sera très différente de l'eau du Scorpion, de l'eau du Poisson. Les Cancers, c'est un signe de début, effectivement, d'été. Donc, c'est une eau presque l'eau amniotique, vous savez, l'eau de la vie qui donne naissance, dans laquelle naît quand même la vie. Ah oui, je me suis trompée, j'ai mis les Capricornes. Ensuite, les Scorpions. Les Scorpions, voilà, c'est l'eau. Les Scorpions, c'est l'eau vraiment, l'eau qui stagne. Mais l'eau stagnante, où il y a de la vase, où il y a de la boue, de laquelle naît le magnifique nénuphar. Pour finir, l'eau de profondeur océanique du Poisson, qui est un signe de fin d'hiver, un signe mutable. Et pour finir, nous finissons avec la terre très riche de notre cher aimé Taureau. La terre et le Taureau qui aime la beauté, qui aime la nature, qui aime les fleurs, mais qui aime tout ce qui est beau, d'une façon générale, et qui aime aussi être tranquille. Hein. Le Taureau aime pas être dans son champ, mais un beau champ. Hein. Il faut qu'il soit tranquille et qu'il soit à l'aise. Ensuite, la Vierge, c'est la terre, pardon, de fin d'été. Donc, c'est le moment des récoltes. La Vierge récolte et organise pour le reste de l'hiver. Donc, elle est précise, elle est minutieuse, elle utilise son mental, sa logique, entre autres, pour ça, parfait pour ça. Et puis, en revanche, le roc froid de l'hiver. Capricorne, premier signe d'hiver, qui nous donne une terre, certes froide, mais solide et stable. On peut faire confiance à un Capricorne. Comme nous venons de voir, les 12 signes du zodiaque sont étroitement liés aux saisons, printemps, l'été, l'automne, j'aime bien les cartes, même l'astrologie, et l'hiver. Et ils sont liés aux phases de croissance, de stabilisation et de décroissance de l'élément qui caractérise chaque saison. Donc, ils peuvent être des signes cardinaux, c'est-à-dire des signes de début des saisons, comme effectivement le Bélier, les Cancers, la Balance et les Capricornes, chacun de ces signes. Bélier, début de printemps, je fais des exemples, la Cancer, début d'été, Balance, début d'automne, et Capricorne, début d'hiver. Ou alors des signes fixes, des signes de milieu de saison, là où la saison est à son apothéose, comme effectivement le Taureau, les Lions, le Scorpion et les Verseaux, ou des signes mutables, ce sont des signes de fin de saison, c'est-à-dire ce sont presque des signes qui constituent un pont entre la saison qui termine et la nouvelle saison qui commence. Et ce sont les Gémeaux, la Vierge, les Sagittaires et les Poissons. Mais nous parlerons de ça probablement dans d'autres vidéos. Ça, c'était vraiment, je voulais, voilà, vous montrer un peu comme moi je vis. Je dirais, j'ai envie de lire, je vis tous les jours dans l'observation de ce qui existe, à l'observation de la nature, dans les parcs, dans les jardins, dans les ciels, selon la météo. Comment moi je vis et j'inclus avec joie l'astrologie, l'astronomie et l'astrologie dans ma vie de tous les jours. Donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, bien évidemment. Petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, commentaire en bas, je répondrai à tout le monde. Vous avez également mon email, mon adresse électronique en bon français. Donc n'hésitez pas à m'écrire et aussi allez voir mes pages, mes publications, mes vidéos sur ma page Instagram qui s'appelle Astrotarotina, dont vous trouverez les liens en bas de cette page. Je vous remercie
infiniment de m'avoir écouté et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire et échanger avec moi. Merci, à la prochaine.